Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. La coalition article 64 dit que le président Félix Tshisekedi renonce publiquement à tout projet de changement constitutionnel. La rébellion de la FC 123 poursuit l'installation de ces structures dans les zones qu'elle contrôle. Lors de la 190e séance du Conseil de sécurité consacrée aux femmes, à la paix et à la sécurité, les États-Unis ont réaffirmé leur engagement contre les violences sexuelles liées au conflit. Intervenant sous la présidence de la première ministre congolaise Judith Suminwa, l'ambassadrice américaine Tammy Bruce a insisté sur la nécessité d'actions concrètes plutôt que de simples discours. Elle a rappelé les sanctions récentes prises par Washington contre deux commandants du M23 et du FDLR accusés de violations de droits humains dans l'est de la RDC. La diplomate a dénoncé l'insuffisance des mesures du Conseil de sécurité et des États membres, appelant à renforcer le mécanisme de responsabilisation pour protéger les femmes et les filles principales victimes de ces fléaux. Cette séance intervient alors que les violences sexuelles persistent dans les zones des conflits en RDC, aggravées par l'activisme de groupes armés et l'agression rwandaise à travers la rébellion de l'AFC M23. Malgré ces initiatives diplomatiques, la situation sur le terrain demeure préoccupante. Le gouvernement a présenté les collectifs budgétaires 2026 arrêtés en équilibre à 21,9 milliards de dollars américains, soit 50,295 milliards de francs congolais. Ce budget rectificatif tient compte de la conjoncture économique et des nouvelles priorités. Selon Adolphe Muzito, il enregistre une régression de 7,4% par rapport aux prévisions initiales, essentiellement en raison de la baisse des ressources extérieures. Malgré cette contraction, les crédits ont été réaménagés pour préserver les dépenses prioritaires et renforcer les investissements publics. Dans sa nouvelle configuration, le budget général est fixé à 19,8 milliards de dollars, les budgets annexes à 389,6 millions et les comptes spéciaux à 1,78 milliards, chacun en baisse d'environ 7%. Les recettes courantes, elles sont revues à la hausse, passant de 14,4 à 15,2 milliards de dollars. Ces ressources additionnelles financeront notamment les salaires, les transferts et subventions, les investissements sur le fonds propre ainsi que les dépenses exceptionnelles. Le projet intègre également la première tranche des zéro-obligations évaluée à 650 millions de dollars pour le projet structurant et prévoit une augmentation des émissions du Trésor à hauteur de 308 millions afin de couvrir les déficits. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a reçu le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondemombo, pour une réunion consacrée au suivi des procédures judiciaires et au fonctionnement de la magistrature. À l'issue de l'entretien, le procureur général a indiqué que les discussions avaient porté sur l'avancement des enquêtes ouvertes à la suite des injonctions du ministre, tout en rappelant que le caractère inquisitoire de la procédure impose le respect du secret de l'instruction. Il a rejeté les allégations d'une prétendue intervention des ministres dans l'affaire visant l'ancien inspecteur général de finances Gilles Alingueté. Les deux responsables ont également abordé les préoccupations liées au corps de magistrats, annonçant de prochaines concertations avec le Conseil supérieur de la magistrature. Firmin Vondé a souligné la convergence des vues entre le parquet et le ministère pour traduire en acte la politique gouvernementale en matière de justice. Cette rencontre intervient alors que la Cour de cassation a convoqué pour le 13 juillet Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice, et Chansar Bolukola, coordonnateur intérimaire du FRIVAO, dans le cadre d'une affaire judiciaire. Par ailleurs, le parquet poursuit ses investigations sur les incidents liés à la récente manifestation de l'opposition au cours de laquelle plusieurs personnalités dont Joseph Olenga Nkoy et Délice Songa ont été attendues.
La coalition Article 64 durcit les temps face au pouvoir. Après sa rencontre avec le président en exercice de l'Union africaine, elle exige que le président Félix Tshisekedi renonce publiquement à tout projet de révision constitutionnelle avant tout dialogue politique. La plateforme appelle également à une grande marche pacifique le 22 juillet prochain pour dénoncer ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. De la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution. La ministre de l'Environnement, Marie Ngendambo, a rejeté catégoriquement les rumeurs sur une éventuelle levée du moratoire concernant les concessions forestières industrielles. Intervenant aux côtés du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, elle a assuré qu'aucun document officiel ne remet en cause ces moratoires et qu'elle a déjà bloqué plusieurs projets d'exploitation depuis son arrivée au ministère. La ministre rappelle que certaines coupes en cours relèvent de contrats signés avant sa prise de fonction, mais affirme n'avoir validé aucun nouveau projet. Elle insiste sur la stratégie gouvernementale axée sur la valorisation économique des forêts à travers le marché carbone, plutôt que leur exploitation industrielle. Cette déclaration intervient après une lettre ouverte adressée à la Première ministre par une coalition de près de 70 organisations, dont Greenpeace, qui demande le maintien du moratoire. Elle met en garde contre le risque des dégradations accrues des écosystèmes du bassin du Congo, des conflits fonciers et des violations de droits des communautés locales.
Le Fonds de promotion de l'industrie intensifie sa proximité avec les opérateurs économiques. Cette semaine, son directeur général, Hervé-Claude Batoukonké, a effectué une mission d'itinérance dans la province du Lualaba avec un objectif d'accélérer l'industrialisation à travers un accompagnement de terrain. Loin des bureaux de Kinshasa, le numéro 1 du FPI est allé à la rencontre des entrepreneurs pour évaluer les opportunités des financements, suivre l'exécution des projets déjà soutenus, renforcer le recouvrement des crédits et promouvoir la taxe de promotion de l'industrie. L'entreprise agropastorale Mbeko Chamba, implantée près de Tenke-Fungourmé. Cette société développe un important cheptel, exploite des vastes champs de maïs et dispose d'une minoterie capable de transformer jusqu'à 3000 tonnes. Elle produit également des aliments pour bétail ainsi que des intrants destinés aux industries brassicoles. Son responsable a présenté au FPI les garanties et les perspectives de rentabilité de son projet. On attend surtout un partenariat, une assistance financière, mais aussi, plus que ça, en fait, on attend un partenariat public-privé. Les garanties, c'est bien évidemment les garanties foncières, puisqu'on a quand même ici une concession de 5553 hectares, qui est proche non seulement d'une activité minière, mais aussi d'une ville. La deuxième garantie, c'est on va chercher des garanties avec des assurances crédit, mais aussi la garantie, c'est le savoir-faire, l'expérience, tout ce qu'on a déjà investi. Il faut considérer qu'aujourd'hui, dans notre stratégie agro-industrielle, 80% du chemin est fait. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui nous permet de vraiment démultiplier ce qu'on a déjà mis au point. Que nous, ce qu'on veut, c'est accompagner la vision de ce pays, qui est la création d'une classe moyenne. Autre visite, celle du groupe Mining Engineering Service, déjà bénéficiaire d'un financement du FPI. Fort de ses performances à Lubumbashi et à Kinshasa, le groupe sollicite un nouvel appui pour développer ses activités à Kolwezi. Au programme, des usines de production de matériaux de construction, des plaques anodiques, des câbles électriques et des produits sanitaires. Face aux résultats enregistrés et au respect des engagements des remboursements, le FPI envisage même une prise de participation dans ce projet à fort potentiel. Le directeur général s'est également rendu dans les minoteries Tout à Coup Service et d'Agril CMCK. À chaque étape, il a échangé avec les promoteurs et instruit ses équipes d'accélérer le traitement des dossiers de financement. Pour Hervé-Claude Batoukonké, la vision du président Félix Tshisekedi est celle de faire triompher le sol sur le sous-sol, passe par le développement des industries de transformation créatrices d'emplois et de valeur ajoutée. La mission s'est poursuivie par une séance de travail avec les agents du FPI Lualaba, avant une audience avec la gouverneure Fifi Masuka. Les échanges ont porté sur les financements des projets portés par les jeunes et les femmes entrepreneurs, ainsi que sur l'identification des projets structurants susceptibles de transformer durablement l'économie provinciale. Il était tout à fait normal de présenter nos civilités à Madame la gouverneure. Donc ça s'est très bien passé. Nous avons profité pour aussi parler du développement de la province de Lualaba, qui est une province qui a beaucoup de potentiel. Et vous allez voir qu'à mes côtés, j'ai la directrice du Fonds de promotion de l'industrie ici au Lualaba. Et nous avons aussi les directeurs des projets. Donc nous avons échangé sur les projets, surtout les projets des jeunes et les projets des femmes. Et Madame la gouverneure nous a beaucoup encouragés et nous a demandé à travers la directrice provinciale des FPI de pouvoir travailler avec la ministre provinciale de l'économie pour essayer d'identifier les jeunes et les femmes qui ont des projets pour que nous puissions les accompagner. Nous faisons cette mission d'itinérance pour identifier les opportunités et aussi essayer de créer de la valeur en finançant certains projets. C'est comme ça qu'ensemble, nous allons soutenir l'initiative de Madame la gouverneure et aussi surtout la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À l'issue de cette rencontre, le directeur général du FPI a salué le leadership et le dynamisme de la gouverneure Fifi Masuka, réaffirmant la volonté de l'établissement de travailler aux côtés des autorités provinciales pour faire de l'industrialisation un véritable levier de développement au Lualaba.
Le ministère de la Justice, le Pacte mondial des Nations Unies en RDC et le secteur privé ont réaffirmé leur engagement commun contre la corruption. Cette rencontre avec le ministre d'État Guillaume Gueffa intervient quelques jours après l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi sur la lutte contre la corruption. Selon la cellule de communication du ministère, les discussions ont porté sur les ajustements techniques du texte et sur la vulgarisation auprès des parties prenantes. Jessica Webe, directrice exécutive du UN Global Compact Network RDC, a salué l'intégration de près de 75% des recommandations de la Commission anticorruption. De son côté, Ugebo Ketue-Folé, directeur général adjoint de Equity BCDC, a réaffirmé l'engagement du secteur privé à renforcer la confiance dans les institutions et améliorer le climat des affaires. Le parti prenant annonce également un programme de sensibilisation destiné aux entreprises et à la société civile. Le projet de loi, adopté le 26 juin dernier, repose sur 4 axes majeurs: prévention, protection, répression et procédure judiciaire. Il prévoit aussi la coopération internationale, le recouvrement des avoirs illicites et l'obligation pour les entreprises de mettre en place le mécanisme interne de contrôle. La RDC, régulièrement classée parmi les pays les plus touchés par la corruption, espère ainsi moderniser son arsenal juridique et renforcer la transparence et la bonne gouvernance. Le texte doit désormais être examiné par le Parlement avant la promulgation par le président de la République. Le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, est arrivé dans la capitale provinciale de l'Ituri pour superviser la riposte contre la 17e épidémie d'Ebola en RDC. Cette visite intervient 24 heures après celle de son homologue ougandais, Dr Chris Baryomoussi, venu avec une délégation de 48 médecins pour renforcer la coopération sanitaire transfrontalière. Selon l'entourage du ministre congolais, la mission vise à consolider la coordination dans une province qui reste l'épicentre de l'épidémie. Mais le contexte est tendu. Plusieurs équipes, notamment celle de chargés des enterrements dignes et sécurisés, dénoncent de primes impayées depuis plus d'un mois. De menaces de grève ont été signalées, compromettant les interventions sur le terrain. La visite du Dr Kamba est donc très attendue par les équipes qui espèrent de réponses sur leurs conditions de travail et sur le financement des opérations alors que l'épidémie continue de progresser en Ituri. Un homme d'une trentaine d'années a été tué à l'arme blanche dans la nuit de lundi à mardi à Makangalo, une localité située à 7 km de Biakato centre. En chefferie des Babila Babombi, territoire de Mombasa en Ituri. Selon la société civile, la victime encore non identifiée a été retrouvée sans vie, portant plusieurs blessures. Une moto supposée lui appartenir a été abandonnée près du corps par les assaillants qui ont pris la fuite. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital des références de Biakato Centre en attendant son identification et la poursuite des enquêtes. Ce drame survient alors que les habitants de Biakato dénoncent une recrudescence des mouvements d'hommes armés dans la région où la peur persiste malgré les opérations militaires en cours contre les groupes armés actifs dans le territoire de Mombasa. La rébellion FC 123 poursuit l'installation de ces structures dans les zones qu'elle contrôle. Dans le sud du territoire de Lubero, les mouvements attendent désormais encadrer la gestion administrative et financière des écoles. Réunis lundi à Kirumba, deux chefs d'établissements scolaires affirment avoir reçu de nouvelles instructions pour la prochaine année. Le bulletin devront être imprimé à Goma, siège de la rébellion, et le frais scolaire centralisé par son administration. Une clé de répartition de recettes a été imposée. 70% pour les enseignants, 20% pour le gestionnaire, 8% pour le fonctionnement et 10% pour la FC 123. Sous anonymat, plusieurs responsables expriment leur inquiétude face à une hausse possible de charges pour le parent et à une fragmentation du système éducatif national. Ils s'interrogent aussi pour l'avenir de la gratuité de l'enseignement primaire public décrété par le gouvernement congolais. Koweït City au rythme des alertes aériennes pour la deuxième nuit consécutive. Alerte également à Bahreïn et au Qatar. Le scénario est devenu habituel. L'Iran cible militairement les alliés des États-Unis dans le Golfe en représailles aux attaques américaines. Des frappes qui montent en puissance des deux côtés, accompagnées d'une rhétorique martiale. L'Amérique n'a toujours pas appris que harceler et rompre des engagements n'est pas sans coût.
Si vous frappez, vous serez frappé. Le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira que selon des modalités iraniennes et non sous la pression des menaces américaines. Des détonations entendues dans des villes portuaires iraniennes du sud et de l'est, dont à Chabar ce jeudi, une base militaire frappée à Boucher. Objectif affiché de Washington, dégrader davantage la capacité de l'Iran à s'en prendre au transport maritime commercial dans le détroit d'Ormuz. Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons 20 fois plus fort. Sans succès diplomatique pour l'instant côté américain. Le cessez-le-feu est terminé, estimait Donald Trump mercredi. Il laissait toutefois la porte ouverte aux négociations. Ils veulent vraiment un accord. À quelle échéance ? C'est l'un des enjeux pour cet universitaire. Tout porte à croire que l'Iran dispose de la puissance de feu et de la capacité nécessaire pour soutenir une guerre très longue. Il mène les négociations en gardant cela à l'esprit. Le facteur imprévisible sera celui des monarchies du Golfe et du degré de soutien qu'elles voudront apporter aux États-Unis. Les pétromonarchies accusées par le régime islamique iranien d'autoriser des attaques depuis leur territoire. Téhéran les considère donc comme des cibles légitimes et n'écarte pas d'étendre ses frappes dans le Golfe, un possible levier dans le cadre de tractations qui s'annoncent longues et ardues vers une fin de guerre au Moyen-Orient. Ces journaux touchent à sa fin, voici le rappel des titres. La coalition article 64 dit que le président Félix Tshisekedi renonce publiquement à tout projet de changement constitutionnel. La rébellion de la FC 123 poursuit l'installation de ces structures dans les zones qu'elle contrôle. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hôtel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.